Your Grace. La mort de Baelor est un élément clé qui a bouleversé l'histoire de Westeros, mais il y a un autre événement crucial, tout aussi macabre. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. A Knight of Seven Kingdoms s'est forgé une réputation de préquel plus intimiste et centré sur les personnages, mais le dernier épisode nous offre un moment charnière dans l'histoire de Westeros. Le chemin qui mène de la conquête de Aegon à la danse des dragons jusqu'à la chute des Targaryens lors de la rébellion de Robert est loin d'être linéaire. Les près de 300 ans de règne de la dynastie Targaryen furent marqués par une instabilité extrême, et ce ne sont pas seulement les guerres civiles et les rébellions qui ont conduit à son effondrement, mais aussi au prince qui fut promis. Dans une interview, George W. Martin a évoqué les moments cruciaux qui ont changé le cours de l'histoire de Westeros. Dans Le Chevalier errant, la première histoire de Dunkelhoff, Baelor Brise-Lance Targaryen, l'héritier du trône qui aurait sans doute été un roi très fort et compétent, meurt en défendant l'honneur d'un insignifiant chevalier errant. En quoi l'histoire de Westeros serait-elle différente si Baelor n'était pas mort? Cela aurait été capital, mais ce qui suit sa mort est tout aussi important. L'épisode 5 met en scène la mort de Baelor lors du jugement des Sept. Le public s'était attaché à Baelor Targaryen, main du roi et héritier du trône de fer de son père, le roi d'Aeron II Targaryen, pour sa sagesse et sa bonté. Mais à l'instar des personnages emblématiques comme Lord Eddard Stark et le roi Viserys Targaryen, il connaît une mort prématurée avant la fin de la première saison. Alors qu'il défend Sir Duncan le Grand lors du jugement des Sept, Baelor est tué accidentellement par son jeune frère, le prince Mécar. Mais quelles sont les conséquences de cette mort? Comme mentionné précédemment, le prince Baelor est l'héritier du trône de fer. À ce stade, le monarque régnant est le roi d'Aeron II, le 12e Targaryen à gouverner Westeros, bien qu'il ne figure pas parmi les Targaryens représentés à l'écran dans la série. Dans la lignée historique, le roi Viserys est le 5e, et le roi Aerys II, le roi fou, est le 17e et dernier, situant ainsi les événements de la série à peu près à mi-chemin entre la danse des dragons et la chute de la maison Targaryen. À partir de là, la lignée se resserre, introduisant rapidement des personnages que les spectateurs reconnaîtront de Game of Thrones. Au moment où se déroule la série, le roi d'Aeron II a 4 fils, Baelor, Aerys, Rhaegal et Mécar. Comme c'est souvent le cas pour les aînés dans l'univers de Game of Thrones, Baelor a été préparé, dès son plus jeune âge, à régner sur le trône de fer. Daeron II est un roi noble et il a élevé Baelor pour qu'il le devienne encore davantage. On disait alors qu'il aurait pu être l'un des plus grands souverains que le royaume ait connu, rivalisant avec le roi Jérys sans avoir besoin de dragons pour asseoir son pouvoir. Toutefois, à la mort de Baelor lors du jugement des Sept et à la mort tragique de ses fils, le prince Aerys devient l'héritier du trône de fer. À la mort du roi d'Aeron II, le prince Aerys devient le roi Aerys Ier, le 13e monarque targaryen. Il règne pendant 12 ans, période durant laquelle son héritier, son frère cadet Rhaegal, décède. Rhaegal a un fils qui devient héritier du trône de fer, mais il meurt en 217 AC. À la mort de Aerys en 221 AC, le trône revient à son plus jeune frère, le prince Mécar, comme le raconte l'histoire de Westeros. Le prince Mécar est le 4e fils du roi d'Aeron II et devient le 14e roi de Westeros. Bien que Mécar soit un commandant redoutable durant les rébellions Feu Noir, il n'a pas été élevé pour régner. Qu'un 4e fils accède au trône est un événement exceptionnel et irrégulier, présenté dans l'œuvre de George W. Martin comme un coup du sort, ça bouleverse l'équilibre de la lignée Targaryen. Dans The Feast of Crows, Maestre Aemon, fils de Mécar et frère aîné de Huff, déclare « Et mon père, il n'avait jamais pensé que le trône lui reviendrait. Et pourtant, ce fut le cas. Il disait que c'était sa punition pour le coup qui avait tué son frère. Je prie pour qu'il ait trouvé dans la mort la paix qu'il n'a jamais connue de son vivant. » 12 ans après avoir déclenché une série d'événements en tuant accidentellement son frère, la tragédie du prince Mécar se concrétise lorsqu'il hérite du trône, faisant de ses enfants ses héritiers. Mécar a lui-même 4 fils, tous connus du public. Le prince d'Aeron, surnommé l'Ivrogne, meurt prématurément du règne de son père, malgré ses rêves de dragon. Le prince Aerion, antagoniste de la première saison, périt en inhalant du feu grégeois, croyant se transformer en dragon. Aemon, connu des spectateurs de Game of Thrones, renonce au trône de fer pour accomplir ses devoirs de maître et rejoint la garde de nuit avec abnégation afin de ne pas interférer dans le règne de son jeune frère. Le roi Aegon V, également connu sous le nom de Huff, devient le nouveau seigneur des Sept Royaumes.
L'accession au trône du roi Aegon V constitue, une fois de plus, un événement extraordinaire, de même que Méccar était le quatrième fils de Daeron, œuf, et le quatrième fils de Méccar. Conformément à cette filiation, œuf est surnommé Aegon l'improbable, et bien qu'il soit lui-même un roi plutôt bon et noble, ce sont son fils et son petit-fils qui mèneront finalement la dynastie Targaryen à sa perte. Le roi Aerys Targaryen, surnommé le roi fou, était le petit-fils de œuf. Il n'aurait donc jamais accédé au trône de Westeros si la lignée de Baelor avait survécu. Cela signifie que la rébellion de Robert n'aurait pas eu lieu, Rhaegar n'aurait pas été tué et les Baratheon et les Lannister n'auraient pas conquis les 7 couronnes. La question qu'on peut se poser, c'est comment tous ces membres de la famille Targaryen ont pu mourir pour laisser la place à Méccar sur le trône. On pourrait dire que les dieux ont joué leur rôle dans le futur de Westeros, et pas avec le dos de la cuillère. Le fléau de printemps arriva à Westeros au cours du second semestre de l'an 209 après la conquête, plusieurs mois après le tournoi de Sandregué. Elle arriva par bateau, ravageant les principales villes portuaires de Westeros et certaines villes portuaires plus modestes. La peste se propagea par voie terrestre et fluviale sur une grande partie du reste du continent. La carte indique les zones de contagion potentielle. Le noir représente les zones les plus touchées et le gris clair les moins touchées. Port-Lanis et Villevieille furent ravagés, mais Port-Réal fut dévasté. 40% de la population périt et un quart de la ville fut réduit en cendres. Le nombre total de morts à Westeros est inconnu, mais étant donné qu'environ 150 000, voire plus, périrent dans la seule capitale, il se chiffrerait probablement en millions. Dorne et le Val d'Arin purent fermer leurs frontières à temps pour éviter une épidémie majeure, et, faute de ports importants, les îles de fer furent également largement épargnées. Et c'est là où l'hécatombe commence. L'héritier du trône, le prince Valar Targaryen, fils de Baelor, mourut, ainsi que son frère Mataris. Le roi d'Aeron mourut ensuite, de même que le grand Septon, un tiers de leur sainteté, la quasi-totalité des sœurs silencieuses qui assistèrent aux funérailles et bien d'autres encore. C'est à ce moment-là que Aerys Ier Targaryen, le second fils de Daeron II, fut couronné roi dans une ville empestant la mort et la décomposition. Incapable d'affronter l'horreur et l'ampleur de la situation, il nomma Sir Bryden Rivers, dit Freux Sanglant, main du roi. Freux Sanglant se révéla décisif et compétent. Il ordonna que les corps des morts soient brûlés. Les flammes brûlèrent avec une intensité trop vive et ravagèrent près d'un quart de la ville. Mais l'incendie stoppa la propagation de la maladie et épargna le reste de la cité. Sir Duncan et le prince Aegon se trouvaient à Dorne lorsque la peste frappa et furent ainsi épargnés par ces ravages. Mais les séquelles se firent sentir pendant des années et nombreux furent ceux qui parlaient de ceux qui moururent au printemps. Le fléau de printemps a bouleversé l'histoire des 7 couronnes. Elle a décimé de nombreuses branches de la maison Targaryen et a porté le roi Aerys, premier sur le trône de fer. Elle a également emporté de nombreux otages capturés lors de la rébellion Feu Noir, permettant à leur famille de reprendre leur complot. Certains ont alors cru que les 7 couronnes étaient vulnérables, et Dagon Greyjoy s'est rebellé, lançant de violents raids sur la côte ouest. Mais surtout, elle a permis à Bryden Rivers d'accéder au poste de main du roi. Certains le considèrent comme un tyran, d'autres comme un héros, mais nul ne saurait nier son influence sur les années à venir. Aussi déchirante que fut la mort de Baelor et les événements qui se passèrent ensuite, ce genre de moment fait partie intégrante de la beauté palpitante de la saga Le Trône de Fer. L'histoire de George W. R. Martin accorde une grande importance au destin, aux dieux, et l'idée d'utiliser les aventures simples et pittoresques de Dunk et Œuf comme catalyseur d'événements futurs est tout simplement génial. C'est la parfaite illustration de la façon dont de grandes choses peuvent naître de petits riens. La saison 1 n'est que le début des aventures de Dunk et Œuf. Martin n'a pas encore terminé ses romans les mettant en scène, mais il a relaté la fin de leur histoire. Le roi Aegon Targaryen nomme Sir Duncan le Grand Lord Commandant de la Garde Royale, et ensemble, ils œuvrent à améliorer le sort des petites gens. Par ailleurs, Œuf consacre beaucoup de temps et d'efforts à la recherche pour amener les dragons à la vie. Œuf tenta de faire éclore des œufs de dragon pétrifiés à la manière de Daenerys dans Game of Thrones. Malheureusement, sa tentative tourna au désastre, il périt dans les flammes incontrôlables, mais non sans que le chevalier ait sauvé Aerys, son épouse et leur nouveau-né, le prince Rhaegar. C'est une autre preuve que ces personnages furent essentiels à l'intrigue principale de Game of Thrones. En effet, si Baelor n'était pas mort, si le fléau de printemps n'avait pas eu lieu, et si Aerys n'avait pas survécu, le prince qui fut promis, quel que soit celui que l'on considère comme tel, n'aurait pas pu arrêter le roi de la nuit. A Night of Seven Kingdoms marque le début de cette longue série de tragédies et la plus importante victoire de Westeros. Les spectateurs de la série savent que Œuf est un garçon bienveillant. Cette nature douce ainsi que le temps qu'il passe auprès des petites gens lui permet de devenir l'un des souverains les plus attachants de Westeros. Il promulgue des réformes qui profitent au peuple, mais au moment de Game of Thrones, la situation a considérablement évolué à Westeros avec des soulèvements et des rébellions paysannes.
Si de nombreux fans apprécient la dynastie Targaryen pour sa gloire, avec des personnages emblématiques comme Daenerys, Jon et Rhaenyra, son propos littéraire n'est pas idéaliste, mais une critique de la monarchie. D'une certaine manière, œuf devait être le souverain idéal, mais les efforts de la noblesse contrecarrent nombre de ses réformes et il autorise ses enfants à se marier par amour, ce qui engendre des conflits lors de sa succession. Thématiquement, on constate que même un homme bon, un homme sage, dans l'univers de George W.R. Martin, ne peut être un bon roi, car il est finalement écrasé par le poids d'un système cruel. Le fait que œuf devienne roi est un coup du sort, bien qu'étant le quatrième fils d'un quatrième fils, son éducation atypique le prédispose à cette fonction, instaurant des principes absents de la monarchie depuis des siècles. Il a même un successeur de poids en la personne de son fils, Jaehaerys II, lui aussi un excellent roi, quoique pas tout à fait aussi illustre. Alors, quelles que soient les promesses que le règne de œuf ait pu susciter, son petit-fils est un fou et un meurtrier de masse qui provoque la guerre et la chute de leur dynastie. La mort de Baelor a peut-être prolongé la dynastie Targaryen, lui permettant de conserver le pouvoir longtemps après la disparition des dragons, mais de toute façon, un règne a toujours une fin. Le féodalisme est un système cruel et la monarchie est vouée à s'achever par la mort, aussi bon et noble que soit le monarque ou son successeur. Il faut aussi considérer l'ironie de Game of Thrones. Pour que ces événements puissent même commencer, il a fallu que 3 fils et plusieurs petits-fils meurent jeunes au moment précis où c'était nécessaire. Les dieux avaient un plan. Tout était calculé par les dieux pour sauver Westeros, et pour ça, il a fallu tuer du Targaryen. Mais finalement, Westeros est sauvé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.